Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Éric Verhaeghe. Bonjour Clémence. Vous êtes essayiste, journaliste, conférencier, fondateur du Courrier des Stratèges et maintenant donc vous pouvez me rappeler aussi le président de Restez Libre et jeune. Libre. Je tiens à préciser que je suis jeune. Exactement, mais nous sommes tous jeunes ici, il n'y a pas de problème. Vous êtes également auteur et c'est d'ailleurs pour ce livre-là, avec ce livre-là que nous allons travailler sur notre vidéo. Auteur de ce livre, Le Great Reset, hein, c'est le titre, donc je cite en anglais. Mythe et réalité, c'est aux éditions Culture Racine. Alors pourquoi on vous invite aujourd'hui? Et puis bien parce que c'est le Forum économique mondial de Davos qui a démarré dimanche dernier, après d'ailleurs 2 éditions annulées hein, qui nous ont tellement manqué en 2021 et 2022, janvier 2022 pour cause de pandémie de Covid. Alors il y a quelques nouveautés, hein. D'abord que les PDG et les chefs d'État ont dû délaisser leurs doudounes et leurs crampons amovibles puisque le forum les convie, donc on le voit dans cette station suisse des Grisons en plein printemps et non à -10 comme d'habitude. Et puis surtout le contexte. Un contexte de guerre, ça on l'aura compris, hein, guerre contre la Covid et guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine qui se trouve à 1000 km du palais des congrès de Davos. Et évidemment, ça a marqué Davos. Hein, l'invité vedette de la première journée du forum, c'était encore Volodymyr Zelensky, hein, qui se retrouve en vedette dans toutes les grandes salles. On l'avait déjà vu au Festival de Cannes. Et puis, évidemment, on avait tous les gouverneurs, le gouverneur de la Banque de France, on avait Georges Soros. Alors, le gouverneur de la Banque de France nous a rappelé que l'inflation causée par le conflit en Ukraine, c'était le prix à payer pour défendre nos valeurs. Il y a une des membres pendant une table ronde qui a rappelé que quand même la Covid a été l'un des produits les plus rentables de tous les temps. Toutes les 30 heures, un nouveau milliardaire a été créé pendant la pandémie. Ça, on le dit clairement pendant le forum de Davos. Georges Soros qui appelle à vaincre Poutine pour sauver notre civilisation. Ça, c'était lors d'un dîner du Forum économique mondial. Et enfin, notre cher et célèbre Klaus Schwab, l'économiste allemand qui a désormais 84 ans, fondateur de cette grande manifestation pour le bien de l'humanité qui promet de changer le sort de notre monde. Je vous propose d'écouter un extrait. Évidemment, je traduis. Let's also be clear. The future is not just happening. Soyons clairs, le futur n'est pas juste en train d'arriver, il est construit par nous. Une communauté puissante ici et dans cette salle. Nous avons les moyens d'imposer le sort du monde. Voilà qui est rassurant et voilà le sujet sur lequel nous souhaitons revenir avec Valentin Schirmer et Éric Verhaeghe. Aujourd'hui, quel sort en fait souhaite imposer Klaus Schwab ? Alors en tout cas, le futur exact, c'est celui que les financeurs du forum de Davos souhaitent. C'est pas forcément lui personnellement. Ce qu'il faut redire, c'est que Davos, c'est pas, comme beaucoup le pensent, un think tank de gens qui se réunissent pour parler de la pluie du beau temps. C'est d'abord une entreprise qui est très prospère, dont le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté depuis les années 2000, puisque avec l'explosion de la mondialisation, enfin son essor, le forum de Davos, en tant qu'entreprise, s'est enrichi. On dit qu'il y a 1000 membres, 1 millier de membres qui financent à hauteur d'au moins 40 000 francs suisses, puisque c'est une entreprise suisse basée à Colonie. Et donc, il y a plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires en francs suisses qui sont faits chaque année. Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur cette dimension, c'est-à-dire que Schwab n'est pas un philanthrope qui défend la mondialisation par amour de la mondialisation. C'est d'abord un chef d'entreprise qui vend un produit qui s'appelle « Aimer la mondialisation » et il fait ce qu'il faut pour le vendre. Et donc le monde qu'il défend et la vision du monde qu'il défend, c'est celle qui fait la prospérité de son entreprise, c'est-à-dire la transgression des frontières, voire la disparition des frontières et la création d'un grand marché unique mondial où les entreprises mondialisées, les grandes entreprises transnationales pourraient vendre leurs produits partout dans le monde avec le minimum de concurrence possible. C'est ça la vision du monde de Davos. Mais ça, c'est pas l'argent que récupère directement le Forum économique mondial et Davos. Non, en revanche, les entreprises... Là, ça aide les entreprises qui entreprises qui financent Davos, leur objectif, c'est ça. Et donc, il faut comprendre que en réalité, Schwab est une espèce d'immense lobbyiste. Alors, il a inventé une forme de lobbying moderne, mais c'est un lobbyiste et son lobby, l'objet de son lobby, c'est la disparition des frontières
pour offrir à ses clients qui le payent pour défendre cette idée, pour mettre en scène cette idée, le maximum de profit possible. C'est ça, sa vision du monde. Donc, dans l'esprit de Davos, il y a vraiment l'idée que les États-nations sont des empêcheurs de tourner en rond et que plus on est dans la gouvernance mondiale, mieux on se porte. Davos a produit le forum, le WEF, le World Economic Forum, puisque c'est comme ça que ça s'appelle officiellement, a produit un logigramme très intéressant sur les 4 scénarios possibles de la mondialisation. Alors moi j'aime bien ces petits logigrammes parce que d'abord ça rappelle que McKinsey est à la manœuvre. McKinsey et Accenture sont vraiment à la manœuvre dans le World Economic Forum. Ils sont des financeurs de l'événement d'ailleurs. Et donc ils vous font des logigrammes en mode consultant. Et il y a une grande angoisse aujourd'hui pour répondre à votre question. Je ne sais pas si Klaus Schwab sait lui-même quel monde il veut. Je sais en revanche quel monde il ne veut pas. Et lui, il ne veut pas de ce qu'il appelle, il y a 2 appellations, il ne veut pas d'un monde autarcique, ça c'est sa grande angoisse. Je ferai un papier demain dans le Courrier des Stratèges sur qu'est-ce que le monde autarcique. C'est ce que moi j'appelle le monde de la sécession, c'est-à-dire le monde où les gens se retirent des échanges internationaux et se retirent de cette espèce de, ce qu'il appelle la plateforme numérique mondiale, c'est-à-dire se retirent de l'Internet mondialisé. Ça c'est la grande angoisse de Davos. Et il y a une angoisse secondaire sur laquelle on faisait un papier ce matin, qui est celle du nationalisme numérique. C'est-à-dire qu'on continuerait à acheter du blé en Ukraine ou en Russie quand il en sort, du pétrole ailleurs, mais il n'y aurait plus d'Internet mondialisé avec, vous savez, Google, Twitter, Facebook, qui font régner l'ordre dans la pensée mondiale. Ça, c'est l'angoisse de Davos, c'est que petit à petit, il y ait une fragmentation, c'est-à-dire un retour en force de l'État-nation. Il faut comprendre pourquoi George Soros finance Davos. C'est parce qu'ils ont un point de vue commun, c'est que l'État-nation est dangereux. Alors, ça, c'est leur certitude. Qu'est-ce qu'on fait à la place ? Il y a des divergences d'appréciation. George Soros est pour un ordre vertical très américanisé. En réalité, un Schwab est plus modéré, il est plus lié à la Chine. Vous savez que Soros reproche à Schwab ses amitiés avec Xi Jinping, l'influence chinoise au sein de Davos, qui est réelle. Ça fait bondir George Soros. Et Schwab, lui, est plus effectivement pour un monde qui intègre la Chine et probablement pour je veux le dire de façon provocatrice, un Lebensraum européen, c'est-à-dire que vous savez que le père de Schwab était un directeur d'usine à Ravensbrück qui a utilisé de la main-d'œuvre juive pendant la guerre gratuite, hein, et que donc il y a, si on gratte bien, entre la vision européenne que pouvait avoir un Adolf Hitler, un Léon Degrelle, il y a eu un très beau discours, si j'ose dire, de Léon Degrelle au Palais de Chaillot en 1943, sur la vision de l'Europe, où Léon Degrelle reprochait aux nationalistes français, aux vichistes, d'être trop tournés vers la France et pas assez européens. Et disait la France n'existera dans l'avenir que par l'Europe. C'est pas Emmanuel Macron, enfin Emmanuel Macron le répète, mais le premier à avoir prononcé cette phrase, c'est Léon Degrelle, fondateur du nazisme belge, si j'ose dire, hein, du mouvement Rex. Et donc il y a bien une unité de vue, si vous voulez, sur ce que doit être l'Europe entre le nazisme et Klaus Schwab, et très largement le discours que portent aujourd'hui les européistes. Il ne faut pas croire que ce discours, la France ne pèse plus qu'à travers l'Europe, soit un discours qu'on ait inventé à l'ENA dans les années 70. On retrouve le projet de pan-européanisme aussi. Oui, c'est un projet qui, de mon point de vue, est né dans les années 30, c'est le projet hitlérien, qui a été évidemment remarketé, qui a été reconditionné, comme on dit aujourd'hui. Et donc, Klaus Schwab est l'un des grands porteurs. Et c'est probablement une nuance de taille qui existe entre George Soros, l'Open Society Foundation, qui finance Davos, et Klaus Schwab. C'est que, de mon point de vue, il y a une vision plus régionaliste, comme j'ai dit dans mon livre sur le Great Reset, c'est-à-dire plus l'idée, Schwab est plus convaincu qu'il faut créer des ensembles régionaux multilatéraux comme l'Union européenne, qu'un grand bloc atlantiste qui est plutôt la vision de George Soros. Il y a des nuances entre eux, mais il y a une unité de vue, c'est que l'ennemi à abattre, c'est l'État-nation, c'est l'État souverain.
C'est l'ancrage local, en fait. C'est ce que Karl Popper, auteur de la société, de la société ouverte, appelait les sociétés ancestrales. Non, mais c'est très intéressant et on voit bien que à travers ce forum, c'est un grand consortium d'entreprises, de choses très diverses. Il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds, des systèmes de retraite, des assurances, des laboratoires pharmaceutiques, des grandes puissances de l'industrie. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui réussit à allier divers intérêts économiques de plein de secteurs différents et c'est en fait de là que naît le projet entre guillemets politique de Davos. Alors, moi, je retiens que dans les financeurs d'événements, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les financeurs du forum à l'année, si j'ose dire, et il y a les partenaires de l'événement réunion physique de Davos. Dans ceux qui financent la réunion physique qui a lieu en ce moment à Davos, on retrouve ce que vous avez dit. Moi, je note qu'il y a surtout Pfizer, il y a McKinsey, il y a Accenture, et il y a la fondation Gates, Bill et Melinda Gates. Et je crois que ce qu'il faut comprendre... Qui est très importante à l'OMS. Qui est très importante à l'OMS. Et ce qu'il faut noter, c'est que vous savez que Bill Gates, depuis 2009, depuis l'épidémie ratée de H1N1 en 2009, Bill Gates s'est donné les moyens de créer un lobbying mondial pour, d'une façon ou d'une autre, mettre en place une vaccination mondiale sous l'égide de l'OMS, c'est-à-dire sous gouvernance mondiale. Et qu'il a mis les moyens qu'il fallait à travers la Fondation Gates pour mondialiser la santé. Et que dans cette stratégie, le Forum de Davos a joué un rôle très important, puisque, comme vous le savez, assez rapidement après l'échec de l'épidémie de H1N1, dont on peut se dire, notamment lorsqu'on lit les documents du Sénat ou de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on peut se dire que cette épidémie de H1N1 a été plus ou moins instrumentalisée, au moins comme l'a été le Covid, et qu'elle a constitué une répétition, si vous voulez, c'était l'équivalent pour le Covid de ce que le débarquement de Dieppe a été pour le débarquement de Normandie, c'est-à-dire un essai raté. Hein. D'ailleurs, pardon, je peux faire juste une parenthèse à ce sujet. Tout est écrit dans une note parlementaire et Laurent Toubiana, qu'on a reçu ici, cite cette note. Tout est écrit, c'est-à-dire que les parlementaires avaient déjà jugé qu'il y avait eu des influences, du lobbying et que c'est l'excellent rapport sénatorial de 2011 qui dissèque de façon totalement lucide et transparente l'échec de l'épidémie du H1N1 et qui explique par avance ce qui s'est passé, mais qui a réussi cette fois avec le Covid. Oui. Hein. Et donc, dans cette stratégie, assez rapidement, Bill Gates a mis en place, au début des années 2010, a mis en place ce qu'on appelle le Gavi, c'est-à-dire l'Alliance mondiale pour le vaccin, qui est une espèce de consortium de laboratoires pharmaceutiques. Et en 2016, il a créé le CEPI, qui est une espèce de partenariat public-privé dédié aux recherches sur les vaccins SRAS, enfin anti-SRAS. Hein. Le CEPI a pour gourou, si j'ose dire, ou cheville ouvrière, le prince héritier de la couronne de Norvège, le prince Haakon, ça ne s'invente pas, qui est Young Global Leader, c'est-à-dire que le prince Haakon de Norvège a été davosisé, si j'ose dire. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le CEPI a été officiellement créé au Forum de Davos de 2016. C'est-à-dire que depuis le début, le Forum de Davos est un acteur important de cette religion du vaccin, hein, où on nous explique que le salut du monde ne passe plus par des croyances religieuses, mais passe par des croyances médicales, des croyances allopathiques. Davos a pris sa place dans cet ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est qu'il y a la face émergée de Davos, c'est-à-dire que les événements annuels sont une espèce de mise en scène qui permet de dire aux adhérents, regardez, vous n'avez pas payé pour rien, vous en avez pour votre argent. Mais c'est tout le travail en amont, notamment d'influence, notamment avec les Young Global Leaders, qui est important, et c'est cette mise en relation de quelques puissants, hein, et avec les gens qui ont besoin d'eux. C'est ce travail de facilitation, comme on dit, d'influence, de soft power, qui est extrêmement important parce que ça permet
en réalité de faire de la mousse, de l'émulsion mondialiste partout où c'est possible. En fait, si je vous comprends bien, est-ce que c'est par exemple là que un responsable du cabinet McKinsey, pour donner un exemple, peut aller voir un autre chef de gouvernement et dire tiens, nous on peut t'aider là-dessus. Enfin, c'est là que se jouent finalement les conseils, Alors, il y a bien entendu, vous savez, c'est le fameux mythe de les gens se rencontrent dans les couloirs et se parlent. Bien entendu que ça existe, mais les affaires ne se font pas là. Les affaires, elles se font parce que vous avez le label Davos et que toute l'année, vous avez l'annuaire des gens et vous avez les correspondants à qui vous pouvez parler. Parce que si vous avez besoin de quelque chose, il y a toujours dans l'annuaire de Davos un Young Global Leader, un membre, un adhérent, un partenaire qui va pouvoir vous aider. Et s'il n'est pas capable de répondre lui-même à la question, il va vous trouver quelqu'un qui va y répondre. Et bien entendu que des cabinets comme McKinsey ou comme Accenture sont extrêmement présents dans ce genre d'organisation, parce que c'est là qu'il y a une industrialisation de la captation de marché par McKinsey. Je n'ai pas eu le temps d'analyser le compte-rendu de la commission Vérité en Afrique du Sud qui a analysé comment McKinsey avait complètement phagocyté l'État sud-africain, mais ces processus sont industrialisés et mondialisés. Et Davos fait partie, l'infiltration d'une organisation comme Davos fait partie de la stratégie, parce que tout le monde sait qu'on commence par des conseils dits pro bono, c'est-à-dire l'ancien président Yanukovych en Ukraine, prédécesseur de Zelensky, en a profité. Emmanuel Macron en a profité, quoi qu'il en dise, c'est-à-dire que sa campagne a été faite pro bono par des consultants de McKinsey, pas que, mais c'est clairement ont participé. On sait que devant la commission sénatoriale, Martin Hirsch a reconnu que il avait été appelé par Matignon, donc par Jean Castex ou l'entourage de Jean Castex, pour accepter des conseils pro bono de McKinsey. Et bien entendu que ces conseils pro bono, comme on dit, c'est-à-dire gratuits en l'attente d'un marché qui sera un renvoi d'ascenseur, ils sont proposés dans les couloirs de Davos ou autour de Davos. Et souvent, vous êtes en crise, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes en panique, vous n'avez pas le temps de passer un marché public, vous appelez un pote de Davos qui vous dit, et vous appelez McKinsey que vous avez rencontré. J'ai juste une question, je vais laisser ensuite la parole à Valentin. Juste une question, vous pouvez juste me répondre par oui. Est-ce que Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky sont bien des Young Global Leaders, donc membres de... Emmanuel Macron, c'est sûr. Zelensky, alors von der Leyen, dans mon souvenir, non. Zelensky, il faudrait que je vérifie. Les gens peuvent le faire eux-mêmes. Il suffit d'aller sur le site du World Economic Forum. Il y a un onglet Young Global Leader et il y a la liste. Alors, il y en a des kilomètres, il y a des tartines et des tartines. C'est assez intéressant à faire. Moi, j'avais fait la liste parce que je sais que j'écris 2 livres en ce moment. Il y en a un que je termine, j'espère, ce week-end sur la sécession. Et il y en a un que j'écris aux 2 tiers sur l'agenda du chaos, qui s'appellera Agenda du chaos, où j'ai listé le jour où on a décidé du confinement. J'ai listé le nombre de Young Global Leaders qui étaient au pouvoir le jour du confinement. Et on s'aperçoit que le jour où il y avait des confinements. Le jour ne se couche jamais sur les Young Global Leaders, c'est-à-dire que depuis Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande jusqu'aux dirigeants en Argentine, vous avez pays par pays des Young Global Leaders qui sont dans des positions de responsabilité. Non, c'est très intéressant et c'est un système finalement on voit qui manie extrêmement bien les paradoxes parce que on a tendance à dire que ce sont des gens qui aiment la liberté, qui promeuvent de chaque fois les droits de l'homme, la vertu et puis qui n'hésitent pas à avoir des décisions, les pires décisions liberticides sur le Covid. Et en fait on voit à chaque fois que c'est un système qui fabrique des oppositions contraires et ces oppositions s'annulent. Parce que on a raison de dire que c'est un système qui fausse les prix, qui n'a aucun rapport avec la réalité et donc qui n'a rien de libéral économiquement. Mais en même temps, quand on voit des économistes de gauche qui ont une partie de leur raisonnement qui est fondée sur le fait que c'est un système qui fabrique des inégalités, qui profite aux grands et à une minorité, ils ont raison aussi. Et en fait, c'est un système qui est très liquide et qui manie extrêmement bien. Anatole France avait cette phrase, la République gouverne mal mais se défend bien. Le forum de Davos ne gouverne pas forcément, mais en tout cas, cette idéologie gouverne extrêmement mal, mais se défend extrêmement bien. Alors, en fait, vous, Valentin, vous dites ça parce que vous n'êtes pas libéral. Et nous, les libertariens, qui lisons La route de la servitude de Hayek, on sait que dès 1945, ce phénomène a été très bien analysé par Hayek. Hayek disait...
la particularité des totalitarismes, c'est qu'ils ont besoin de s'appuyer sur les anciennes religions ou les anciennes valeurs pour développer les nouvelles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle liberté, donc ces gens qui en réalité détestent la démocratie, utilisent à tour de bras le mot démocratie pour bien entendu détourner son sens, mais ils repartent des anciennes valeurs, de l'ancien système, pour imposer leur nouvel ordre. C'est l'éternel paradoxe des anciens et des modernes. Enfin, C'est sous l'apparence rassurante des anciens mots que l'on fait passer les idées nouvelles ou les concepts nouveaux. Et c'est ce qu'ils font. Et il y a une stratégie c'est l'objet même de mon livre Agenda du chaos qui j'espère sortira à l'automne. À chaque fois qu'on reçoit Éric Verhaeghe, il y a un nouveau livre. Oui, parce que voilà, bref, mais c'est l'objet de dire que nous sommes passés dans une stratégie, dans un monde où la vérité est remplacée par des narratifs. Et on vous fait un narratif de la démocratie, c'est la mondialisation. Alors que bien entendu, c'est le contraire. La mondialisation, c'est un monde vertical où vous avez une caste qui impose ses intérêts sans contre-pouvoir possible. Et c'est bien la stratégie d'aujourd'hui. Ce qui est effectivement intéressant, Valentin, vous avez raison de le dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de proximité entre Jean-Luc Mélenchon et Klaus Schwab qu'on ne le pense. Parce que Klaus Schwab, dans le Great Reset, a défendu la théorie du big government. Vous savez qu'il y a Ronald Reagan, quand il est arrivé, avait déclaré « l'État n'est pas la solution, c'est le problème ». Klaus Schwab dit « l'État, c'est la solution ». C'est-à-dire qu'il y a dans la logique du Great Reset et dans la logique de Davos aujourd'hui un ralliement de la caste à une vision étatiste. Eh bien, merci beaucoup Éric Verhaeghe pour ce très bel éclairage sur ce qui se passe en ce moment et ce qui se gît tous les jours au Forum économique mondial de Davos. Et je rappelle votre livre, Le Great Reset, Mythes et réalités, édition Culture et Racines. Et puis, oui, vous êtes aussi président de Récits Libres, on le disait. Puis tous ces livres à suivre, hein, donc L'Agenda du chaos, Sécession, voilà, donc à suivre. Il faut suivre Éric Verhaeghe d'une façon générale. Merci à vous, Valentin Chameur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.